Chaque année en France, on estime que près de 2 millions de femmes sont confrontées à une situation de violence verbale, physique ou sexuelle. 75 000 femmes sont violées. 1 sur 20 subit une agression physique. Cette violence est une réalité quotidienne. Et depuis 2010, la combattre est même devenue une grande cause nationale. Le 25 novembre, c'est désormais la journée contre la violence faite aux femmes, à grand renfort de campagnes de sensibilisation. En France, près de 200 femmes sont violées chaque jour. L'an dernier, un comité a été mis en place par les pouvoirs publics. Son objectif, former les professionnels des forces de l'ordre et du corps médical à mieux repérer les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient. La plupart se taisent, quelques-unes osent briser le silence. Agression physique ou verbale, 3 d'entre elles nous ont raconté leur histoire, leurs souffrances et les non-dits. Andrea est une jeune femme de 26 ans, toujours discrète, et pourtant, pendant des années, elle a subi un harcèlement quotidien de la part d'hommes qu'elle ne connaissait pas. Ça allait du simple « Ah, t'es charmante, donne-moi ton numéro », à la main aux fesses, les insultes, ce genre de choses. Tout ce qui est boucle comme ça, un peu brillant et tout, j'avais peur que ça attire le regard des hommes, que ce soit dans la rue, dans les transports. Je me disais que plus j'étais discrète, mieux c'était. Chloé a 27 ans, elle a subi 2 agressions violentes au même endroit en l'espace de 3 mois, dans un quartier où elle se sentait pourtant en sécurité. Là, il m'a simplement chuchoté, tu peux toujours crier, personne ne va t'entendre. Et il a commencé à me tirer vers le sol. Aujourd'hui, c'est toute sa vie qui s'en trouve bouleversée. À un moment, fermer sa bouche, c'est bien mignon. Pas avoir d'emmerde, de prendre le poids, d'aller chercher l'avocat, le machin. Faut le faire, quoi, merde. Amélie, 26 ans, a été victime de répétées lorsqu'elle était enfant. J'étais une poupée, quoi, quelque part. Et ça a duré jusqu'à mes 9 ans. Moi, je voulais rien dire parce que je voulais pas rendre les autres malheureux, je voulais que personne se fasse taper et je voulais pas être malheureuse moi non plus en infligeant ça. C'est parce que mine de rien, quand on se l'inflige, on l'inflige aux autres et je voulais pas ça. Une enfance volée et des traumatismes qui ne l'ont jamais quittée malgré la condamnation de son agresseur des années plus tard. Ça joue sur l'image qu'on a de soi, tout simplement. Et j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui l'a compris aussi et qui m'a laissé le temps. Expérience traumatisante pour les victimes, ces agressions le sont aussi pour leurs proches. J'avais l'impression d'un énorme gâchis, d'une énorme détresse, qu'on avait détruit ma petite fille. Et la culpabilité est née à ce moment-là, et la culpabilité ne s'en va jamais. Comment appréhender la souffrance de ces femmes? Comment faire pour les aider à se reconstruire? Des spécialistes répondent à ces questions. Ils sont psychiatres, avocats, sociologues et même coachs de self-défense. En place, attention! Chaque jour, ils sont confrontés à des femmes en souffrance. Ce sont des chasseurs, les prédateurs. Ils ont leur scénario. Après, ils cherchent des proies. Bobigny, dans la banlieue nord-est de Paris. Canal 93 est un véritable vivier de jeunes musiciens. C'est ici que travaille Chloé, 27 ans, passionnée de musique et chargée de communication. Organisation de concerts, gestion des artistes, elle ne compte pas ses heures. Pourtant, plusieurs fois par semaine, elle doit impérativement régler le même problème, trouver où dormir. Alors, elle appelle ses amis. Allô, oui. Oui, ça va? C'est Chloé. Ça va et toi? Ça va, ça va. Et dis-moi, il y a moyen que je sois dans ton appartement, si tu veux dire, je veux dire pour dormir, pour faire. T'as pas reçu mon message? Non? Bon, bah tu vas recevoir un message qui te demandait ça, justement. D'accord, qui m'invitait. Oh, putain, mais t'es un pote sympa. Bah écoute, je pense être là sur les coups de 20h, 20h30, dans ces eaux-là. Oh, ok. Voilà. Et puis voilà. Bon, bah. Si jamais je suis à la bourre, tu m'envoies un petit texto. C'est cool. Ça roule. Bon. Bah, À toutes. Des bisous. bisous. Ciao. Bye. C'est moi qui me cale sur l'emploi du temps des autres.
tout en ayant moi-même un emploi du temps qui est complètement variable entre les concerts ici, les concerts des autres artistes, les festivals que j'organise, les dates de concerts que j'organise, le taf d'attaché de presse que je fais encore pour d'autres artistes. Enfin voilà, c'est délirant. Enfin là, la situation telle qu'elle est, elle a absolument aucun sens, quoi. Et on est reparti. Pour demain, Chloé a un endroit où dormir sans avoir à rentrer chez ses parents, à 40 km de là. Mais ce soir, elle a prévu de rentrer chez eux pour les voir et récupérer quelques affaires. Il y a encore 6 mois, cela n'aurait pas été un problème. Pourtant, aujourd'hui, c'est au-dessus de ses forces. Depuis juin 2012, elle n'envisage plus de rentrer au domicile familial autrement qu'en taxi. Je me suis fait agresser 2 fois en 2012 en fait par 2 personnes différentes sur la voie publique. À savoir la première fois, un mec m'a suivi, enfin que j'ai croisé et m'a donc pris mon sac mais avec violence parce qu'il y a eu étranglement. Tout simplement pour empêcher de crier. Et la seconde fois, ça a été 3 mois après, au mois de septembre. Et là, pareil, pour un arrachage de sac en bonne et due forme. 2 agressions violentes, traumatisantes, à quelques mètres seulement de chez elle. En France, comme Chloé, une victime sur 6 est agressée chez elle ou à proximité de son domicile. Depuis, c'est vrai que rentrer à pied, enfin reprendre les transports le soir, faire ces 700 mètres à pied qui m'écartent de chez mes parents, c'est pas du tout envisageable, enfin ce l'est plus du tout. Parce que simplement d'angoisse, de tout le temps être sur ses gardes en fait en permanence sur 700 mètres 5 soirs par semaine, c'est pas vivable tout simplement, c'est pas vivable tous les jours. Et puis c'est même pas de la peur, c'est que ça s'est tout de suite transformé en rage. C'est tout de suite, enfin moi mon réflexe a été quoi? C'est ok la peur, et il y a un moment, il y en a un qui me touche. Je pense que je suis capable de tout et de n'importe quoi. On devient un loup, quoi. Enfin, c'est de la violence pour de la violence. Et c'est une peur qui finalement se mue, en tout cas pour moi, en rage et en colère. Très clairement. La peur et la colère qui paralysent Chloé l'ont rendue complètement dépendante de ses proches. J'ai toujours eu des amis qui m'ont proposé le canapé ou la chambre du petit quand il n'est pas là. Ou voilà, un réseau d'amis qui est là pour moi et qui comprend ma situation et qui fait en sorte que jamais j'ai eu de problème, on va dire, j'ai jamais dormi à la rue, j'ai toujours trouvé une solution et j'ai toujours été entourée et j'ai toujours des sacs avec moi, tout le temps. Comme un escargot qui transporterait sa maison, là c'est exactement pareil. Le taxi, c'est la solution ultime lorsque ses amis ne peuvent pas la recevoir. Merci monsieur. Car avec son petit salaire de 1 600 €, il lui serait impossible de dépenser 50 € tous les jours pour rentrer. C'est dans ce pavillon de banlieue que Chloé a grandi et toujours vécu jusqu'à sa 2e agression. Coucou ma fille. Ça va bien. La mère de Chloé est femme au foyer, son père, lui, est technicien de maintenance. Bobigny, fais-moi Bobigny. Il fait bois, Bobigny. C'est beau qu'ici. Alors, t'as pris un taxi encore là, ce soir? Ouais. Voilà. De toute manière, on ne peut plus revenir toute seule. Non, je sais pas. Ça, c'est fini. Pour nous, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible de laisser. Depuis 6 mois, eux aussi vivent très mal les agressions dont a été victime leur fille et les conséquences sur son quotidien. C'est décourageant, en fait, un peu. On est complètement dépassé et puis on n'est pas acteur à ce moment-là. On n'est plus acteur, on subit le truc complètement. On subit. Ça tombe, paf, d'un seul coup. On ne peut plus nous dire qu'on est en sécurité, soi-disant dans une banlieue tranquille, patati patant-l'air, et puis ça n'existe pas, ça, c'est fini. Les parents de Chloé ont beau chercher des solutions pour éviter à leur fille une vie de nomade, ils sont impuissants. Chloé vit chez ses amis, et puis, mais elle est un peu comme un SDF, en fait. C'est toujours pareil, comment faire? Elle travaille à Bobigny, nous, on est là. Essayer de trouver un appart, un machin, on n'a pas les moyens de payer un appart, c'est impossible. Donc, c'est la démerde.
tout simplement. C'est un CDD en fait. Je suis en CDI finalement, je trouve un appart. Mais le CDD me fait que je suis encore. Ouais, en plus, le fait d'avoir un CDD ne lui empêche d'avoir quoi que ce soit. Et ton appart à Montreuil alors? La réponse demain. La réponse demain. Demain, et si ça se fait, on fait ça ce week-end. Chloé a déposé un dossier pour vivre en colocation dans un appartement à Montreuil. C'est son seul espoir de retrouver une vie normale. Avant de se coucher, c'est le rituel hebdomadaire. Elle fouille dans ses tiroirs afin de remplir ses sacs de vêtements pour la semaine. Je prends les affaires propres. Je transvase les paires de chaussures. Je suis une fille quand même, donc j'aime bien me changer un petit peu. Et puis voilà, préparer les 3-4 jours à venir finalement. Le lendemain matin, la ville s'éveille doucement. 7000 habitants, 4 maisons de retraite, un centre-ville particulièrement calme, sans histoire. Ce matin, Chloé doit repartir travailler à Paris. Pour se rendre à la gare RER, elle doit emprunter cette rue à quelques mètres de chez ses parents. De jour, la jeune femme n'a pas peur, mais la nuit, pour rien au monde, elle ne passerait par là, car c'est à cet endroit qu'elle a été agressée 2 fois. Ça a été assez brutal, au sens où le mec, je l'ai croisé apparemment sur ce trottoir. Et je ne l'ai pas vu, mais je reconnais que ce soir-là, j'avais un petit peu fait la fête et que j'avais bu un verre ou 2 avec un ami. Mais bon, rien de scandaleux. Donc je revenais de la gare ici et donc au moment d'arriver à ce poteau-là, j'ai senti en fait que le mec arrivait, il s'est mis juste à côté de moi. Et là, je l'ai senti passer son bras sous ma gorge et commencer à serrer pour me faire taire tout simplement parce que j'étais en train de crier pour essayer d'ameuter les voisins ou quoi que ce soit. D'ailleurs, aucune lumière s'est allumée, il ne s'est absolument rien passé. Et donc là, il m'a simplement chuchoté, tu peux toujours crier, personne ne va t'entendre. Et il a commencé à me tirer vers le sol. Et donc là, je me suis dit, bon, là, tu as 2 solutions. Soit il en veut à ton sac quelque chose de matériel et il faut que tu lui donnes, que tu trouves ce que c'est. Soit il veut autre chose. Et là, c'est toi contre lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Enfin, à ce moment-là, je l'ai commencé à essayer de lui chuchoter, de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux avec ce qui me restait de voix. Et là, il m'a dit, mais je veux simplement ton sac à main. Je lui ai dit, tiens, prends-le. Il l'a pris, il est parti et il m'a laissé là, comme ça. Il est parti en courant, il est retourné vers la gare. Donc moi, j'ai commencé à réavancer comme je pouvais, mais alors pour le coup, complètement traumatisée. J'arrivais vraiment pas du tout à réfléchir ni à penser. Là, pour le coup, j'étais vraiment en pleurs, avec vraiment cette angoisse de ne pas pouvoir respirer ni faire quoi que ce soit. Chloé est sous le choc, mais elle parvient quand même à alerter la police. En moins d'1 quart d'heure, une patrouille intercepte le suspect décrit par Chloé. Elle porte plainte. Là, on a pour constituer un dossier le plus crédible possible. Il faut passer par une évaluation psychologique, donc on a fait venir un psychologue qui m'a évaluée. Et suite à ça, il y a une comparution immédiate qui s'est déroulée quelques jours après, assez rapidement. Et ensuite, là, on a eu un premier procès, donc c'était au mois de janvier. L'agresseur sera condamné à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis, ainsi qu'une mise à l'épreuve de 2 ans. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé... cette partie-là a commencé à se décanter. Et puis, il y a l'autre qui est arrivé derrière, donc ça a été un peu le double mur, quoi. Combien de temps derrière? Donc la première s'est passée au mois de juin, la seconde s'est passée au mois de septembre. Deuxième agression, une fois encore, l'agresseur en veut à son sac. Alors du coup, je descendais la rue là, et en fait, la personne qui a coupé le chemin par derrière est arrivée du petit chemin qui se trouve au niveau du poteau là. Et en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu me suivre. Et au moment où je me suis retournée, il n'était même pas à 2 mètres en train de courir sur moi. Et j'espère juste pour arracher mon sac, de toute façon, c'est la seule chose qu'il a eue. Avec un portable vieux de 10 ans, il avait encore gagné sa soirée, celui-là. C'est les pauvres qui battent les pauvres, ça n'a aucun sens. Cette fois, l'individu ne sera jamais arrêté.
Chloé porte plainte une fois encore, mais contre X. Faute d'éléments, elle sera classée sans suite. La double agression de Chloé illustre une triste réalité. Une femme déjà victime d'agression a 2 fois plus de risques d'en subir une seconde qu'une femme n'ayant jamais été agressée. Les femmes sont sans doute plus agressées que les hommes à proximité de leur domicile ou dans leur domicile, parce que l'on pense savoir que les premiers agresseurs des femmes sont des hommes, plutôt des hommes, qu'elles connaissent, de leur environnement proche. Voilà. Elles sont en proportion moins souvent agressées, verbalement ou physiquement, principalement verbalement d'ailleurs, dans des espaces publics où les agresseurs seraient des inconnus. Je peux plus habiter ici à cause de ça, parce que je le fais pour passer voir mes parents, parce qu'il faut aussi que je m'éduque là-dessus. C'est que je ne tombe pas dans la psychose de ne pas pouvoir fréquenter une rue parce qu'il y a 2 abrutis qui sont passés par là un soir. Il ne faut pas non plus rentrer dans ce schéma mental-là qui après te bloque complètement ta vie. Et j'aime trop vivre et j'aime trop faire des choses, voir des gens sortir, travailler, pour m'empêcher, il est hors de question que ça soit 2 abrutis qui m'empêchent de vivre. Et non. Mais il n'empêche que je me sécurise un maximum pour pas tomber dans un piège ou dans un... Voilà, après, ça arrive à plein de... C'est arrivé à des copines, à une amie qui s'est fait en plein jour, dans une rue fréquentée, attrapée par 3 mecs, tirée dans une impasse, ils ont essayé de la violer. Voilà, elle s'est défendue parce qu'elle a fait du self-défense. Donc ça, oui, heureusement qu'elle le savait à ce moment-là. Et puis elle a pu s'enfuir, mais sinon on ne la retrouvait pas. C'est quasiment sûr, quoi. C'était à Saint-Ouen, d'ailleurs. Voilà, des histoires comme ça, j'en ai une pile immense. Dans quelques jours, une nouvelle épreuve attend Chloé. L'homme qui l'a agressée la première fois a été jugé, mais le montant des dommages et intérêts était resté en suspens. Il fallait attendre que le préjudice psychologique subi par Chloé soit clairement établi. Aujourd'hui, c'est chose faite. Elle va donc devoir repasser au tribunal et peut-être revoir son agresseur. Quartier de l'Opéra, à Paris. Il est 19h. Ce soir, Andrea, 26 ans, se rend à un cours d'autodéfense féminine. Andrea s'y est inscrite il y a 2 ans. Tu vas bien et toi? Ouais, c'est vrai. Enfant, elle a été victime d'attouchements sexuels, un traumatisme qui lui a fait perdre toute confiance en elle. Jusqu'à il y a peu, elle était la proie de remarques sexistes, d'insultes et d'attouchements dans le métro ou dans la rue, tous les jours. J'ai commencé à faire les cours parce que je me faisais tout le temps embêter et que j'en avais marre et que je me demandais s'il y avait un problème sur ma tête ou si c'est parce que j'avais les yeux bleus ou voilà. Et en fait, ici, les profs m'ont dit non, c'est parce que tu as une attitude un petit peu de victime, tu as l'air faible. Donc moi, si je suis un agresseur, c'est toi que je vais venir voir en premier. Parce que comme tu as l'air faible, si je viens te voir, je sais que tu risques de ne pas pouvoir t'échapper. Le concept qu'on a mis en place est adaptable à tout âge, tout niveau, toute condition physique. Il s'appuie sur 3 piliers essentiels qui sont la préparation mentale, la préparation physique et la préparation technique. Dans la préparation mentale, on trouve tout ce qui est gestion de stress, apprendre à gérer ses peurs, prendre ou reprendre confiance en soi. Une préparation physique, le fait de se dépenser, ça permet de se sentir bien dans sa peau. Et la préparation technique, on va travailler des principes de self-défense. Et on va vous montrer qu'avec quelques gestes simples, on peut se sortir d'une situation délicate. Position de non-agression, les bras en interposition, les coudes collés au corps. L'autodéfense féminine, aussi appelée le self-défense, est une discipline inspirée des arts martiaux et des sports de combat. Lancée dans les années 80 aux États-Unis, elle est arrivée en France en 2010 seulement. Cette année-là, l'INSEE notait une augmentation de 13% des agressions contre les femmes. Aujourd'hui, on compte plus d'une centaine de clubs qui proposent ce type de cours. Si j'ai les mains là, peut-être que je pourrais me protéger. Par contre, si j'ai les mains là, vas-y. Laurent, l'instructeur, est militaire de carrière. Lorsqu'il n'est pas en mission, il donne des cours de self-défense. Le jour où vous vous faites agresser, vous n'avez pas d'autre choix, vous êtes obligé de vous défendre et vous avez 5 secondes. 5 secondes pour vous en sortir, ok? Donc là, on crie pourquoi? Parce que j'alerte, je stresse la personne qui m'agresse et je fais en sorte de m'en sortir, ok? C'est votre vie qui est menacée. Agression! Au secours, allez, au secours, au secours!
refais une fois. Toujours pareil, je suis un peu dur de l'oreille. On est tout le temps en train de focaliser sur la victime et sur ce qu'elle devrait faire ou pas faire. Et on oublie que l'agresseur, c'est lui qui mène la danse. Et qu'il y a des agresseurs qui, aussitôt que quelqu'un va se défendre, vont lâcher l'affaire, parce que ça ne les intéresse pas. Et puis il y en a d'autres qui peuvent avoir une excitation d'autant plus importante que l'autre se débat. Et qui vont aller encore plus loin. Le fait de se défendre peut aussi, face à quelqu'un qui est déterminé, représenter un danger. Enfin, les choses ne sont pas simples. Ici, la méthode est claire, au plus près des situations dangereuses que pourraient rencontrer les femmes. De la simple altercation verbale à l'agression physique, Laurent met en place des simulacres d'agression dans lesquels le stress est un facteur déterminant. Pour cela, il n'hésite pas à pousser ses élèves dans leur retranchement. Et tu m'as regardé. Viens là, écoute-moi, je vais te dire un truc là. Viens. C'est comment ton prénom? Viens, je te parle, viens là. Il faut s'entraîner très très régulièrement pour pouvoir être capable de, en cas d'attaque, en cas de situation de stress, pouvoir réquisitionner tout ce qu'on aura appris d'un seul coup. Parce qu'il faut savoir qu'avec le stress, on perd 80% de ses capacités. Donc on peut parfois très très bien se débrouiller dans un cours, et puis sortir du cours, se faire agresser, et puis pouf, plus savoir rien faire. Donc pour ça, il faut s'entraîner super régulièrement. Apprendre à gérer le stress et frapper là où ça fait mal font partie des bases du self-défense. J'ai pas de coquille. Pardon. Quand j'ai commencé à prendre des cours, non, j'arrivais pas. Déjà, il faut avoir la technique pour donner un coup de pied, il faut avoir les réflexes, faut avoir... je sais pas, j'ai mis au moins, on va dire, 4 mois avant de réussir à donner des coups bien marqués et surtout à bien les placer. Ce jour-là, une dizaine de femmes assistent au cours de Laurent. Pour certaines, comme Patricia, c'est une première. C'est mon premier cours ce soir. Je suis là parce que j'ai une copine qui s'est fait agresser il n'y a pas longtemps. Donc on l'a mise à terre, on lui a cassé le nez. En plein jour, donc, personne n'a bougé. Donc moi je veux avoir tout ce qu'il faut pour me défendre si ça m'arrive. D'autres, comme Carole, sont déjà des habitués. À l'ouverture du club en 2011, seules 15 femmes étaient inscrites. Aujourd'hui, elles sont une centaine à suivre régulièrement ces cours. Moi, ça fait 1 an que je viens en cours de self-défense, donc je suis déjà venue pour moi, parce que j'ai déjà été agressée et je suis arrivée sur Paris dernièrement. Donc j'avais besoin d'apprendre, de gagner de l'assurance, et je suis également ici parce que c'est mon métier. Je travaille avec les femmes qui ont peur de se faire agresser et je leur conseille régulièrement de venir au cours de self-défense pour extérioriser la violence et la colère qu'elles peuvent garder en elles. Toute femme peut être victime d'agression. Maintenant, il est important d'avoir un travail sur son attitude et de travailler en prévention. C'est ce qu'on apprend au cours des stages. C'est plutôt, on essaye d'anticiper le danger, l'évaluer, l'éviter, et si on n'a pas d'autre choix, l'affronter. Voilà. Mais dire que certains types de femmes sont plus souvent victimes, non, en fait, il faut travailler son attitude. Un agresseur s'attaque toujours à quelque chose de plus faible que lui. Il choisit sa proie. Donc le tout, c'est de ne pas passer pour une proie. Voilà, pour une victime facile. Andrea, elle, vient ici, poussée par son petit ami. Maintenant, je pense que ça se ressent. Je sais que si on vient me voir, j'ai 90% de chances de m'échapper, puisque j'ai toutes les cartes pour maintenant. Elle est responsable d'un magasin de vêtements à Paris. Avant de se décider à affronter son problème d'insécurité, chaque déplacement dans la rue ou dans le métro était une épreuve. En particulier le soir, lorsqu'elle rentrait de son travail. Ce qui se passait des fois dans les couloirs de métro, quand je répondais pas, quand j'essayais un peu de prendre la fuite et tout, les hommes commençaient vraiment à me suivre, à me courser. Et moi, ça me faisait super peur parce que que ce soit tard le soir ou quoi, j'avais peur après de me retrouver dans une rame de métro vide et que ça aille plus loin, quoi. Donc, des frottements Oui, des frottements dans le métro, dès qu'il y a beaucoup de monde, les gens ne gênent pas trop. Et les mains aux fesses, beaucoup de mains aux fesses. Et ce genre de choses. Selon une enquête réalisée à la demande du syndicat des transports d'Île-de-France, 12% des femmes ont déjà été suivies par des inconnus dans les couloirs du métro en 2010. Et plus de la moitié des usagers disent avoir peur de prendre les transports en commun le soir. Dès qu'il commençait à faire nuit, en fait, et que je savais que j'allais devoir rentrer, j'appelais mon copain pour qu'il vienne me chercher, quoi. Et donc lui, il comprenait. Il trouvait ça dangereux aussi, quoi. Il avait pas envie qu'il m'arrive quoi que ce soit. Donc il a toujours pris la peine de se déplacer. Mais pour Andrea, ces harcèlements ne s'arrêtaient pas seulement au couloir du métro. Sur son lieu de travail aussi, les ennuis continuaient, plus insidieux cette fois.
Il y a 2-3 ans, je travaillais en fait dans une entreprise où il y avait pratiquement que des hommes. Donc j'étais avec des commerciaux et par exemple, si je m'habillais comme aujourd'hui, c'était même pas la peine d'aller travailler, quoi. C'était des embêtements tout le temps. Donc dès que je mettais un truc un peu court, on me disait ah là là, aujourd'hui tu t'es habillée court. Voilà, on n'hésitait pas à soulever un petit peu ma petite jupe ou ma petite robe par derrière, des choses comme ça. Et du coup, je me camouflais j'avais acheté des manteaux longs, des jeans. Donc je faisais tout vraiment pour qu'on me laisse tranquille, quoi. Des agressions quotidiennes qui portent un nom, harcèlement sexuel. Selon la VFT, une association contre les violences faites aux femmes au travail, 9 femmes harcelées sur 10 renonceraient à porter plainte. Difficile d'obtenir gain de cause face à un phénomène jugé trop subjectif. Chaque année en France, il n'y aurait en moyenne que 1000 plaintes enregistrées pour ces faits. C'est vrai que moi, dans toutes mes jeunes patientes, par exemple, j'en ai beaucoup qui me disent « mais c'est affreux », exactement pareil. C'est-à-dire je ne peux pas attendre un bus sans que tous les tarés viennent m'embêter. C'est-à-dire je ne peux pas prendre le métro sans que je sois embêtée régulièrement. Ce sont des chasseurs, les prédateurs. Ils ont leur scénario. Après, ils cherchent des proies. Et tant qu'à faire, ils préfèrent s'attaquer à des personnes avec qui ils n'auront pas trop de problèmes, en fait, et aussi qui en fait, ne pourront pas se défendre, seront sidérés très facilement. C'est-à-dire qu'en en fait, il suffit qu'ils les regardent avec un air un petit peu méchant, vraiment de loup en quelque sorte, pour que du coup, ils génèrent chez la victime un état de stress extrême, de sidération et de déconnexion, et donc de pouvoir lui tomber dessus. Si Andrea a décidé de se prendre en main pour ne plus avoir peur, il est parfois des traumatismes dont on se remet plus difficilement. C'est ce qui a brisé la vie d'Amélie, cette jeune femme aujourd'hui âgée de 27 ans. Elle n'était qu'une enfant et pourtant, des années après, elle tente toujours de se reconstruire. À Toulouse, elle vient d'emménager avec Kevin, son compagnon. Tu les as déjà vues, celles-ci? C'est quoi, l'album de famille? Oui. Jusqu'à l'âge de 7 ans, Amélie connaît une enfance sans histoire avec sa sœur et ses 2 frères. Ma mère, elle aimait bien me faire des photos de stars. Et mon père, les coupes de stars. C'est cette époque-là? Tout a commencé ou... 7 ans. C'est à peu près l'âge que j'avais là. Amélie est une petite fille de 7 ans lorsque les répétés commencent. Et cela va durer 2 ans. Le bourreau, elle le connaît bien. C'est son voisin, à peine âgé de 12 ans. En France, un viol sur 6 déclaré est commis sur des mineurs. Et 8 victimes de viol sur 10 sont violées par un proche. Un voisin, un oncle, un beau-père, un éducateur. Il a été notre babysitter, à nous 4, pendant un petit moment. Et puis, c'est un petit village, donc on n'a pas forcément énormément d'amis de notre âge. Lui était plutôt gentil et on allait souvent se promener parce qu'à côté de chez moi, il y a des chemins de campagne. Et donc, il profitait de ces moments-là pour qu'on aille se promener, pour qu'on aille à sa cabane et commencer des attouchements, des frottements. Et avec le temps, je pense qu'il a dû prendre plus d'assurance et vouloir tester plus de choses. Ce fut et par les doigts et par son sexe. J'étais une poupée, quoi, quelque part. Mais à 7 ans, on pense rien, on pense que c'est normal. Notre ami qui nous montre comment faire, tout est normal. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la moitié des est commise sans aucune violence physique. Il m'a jamais fait mal physiquement, même si il
faut se rendre compte qu'un sexe d'un garçon de 14 ans ne rentre pas dans celui d'une petite... Enfin, ou alors ça fait très mal. Mais la violence a plus été morale que physique, puisque je ne pouvais pas dire ce qu'il se passait. La meilleure amie d'Amélie est elle aussi violée régulièrement par le même adolescent. Il menace de se venger sur elle si l'une des deux parle. Alors Amélie se tait et ne montre aucun signe de souffrance. À l'âge de 9 ans, elle trouve seule la parade pour échapper à son agresseur. Tous les jours, elle rentre de l'école accompagnée d'un de ses camarades de classe. Les s'arrêtent enfin. 18 années ont passé depuis la fin de son calvaire. Pourtant, encore aujourd'hui, cela l'empêche de s'épanouir pleinement dans sa vie de femme. Ici, à Toulouse, Amélie suit une formation d'éducatrice spécialisée. Kevin, lui, s'est trouvé un travail de cuisinier. Ils sont en couple depuis 6 ans. Alors, venir à Toulouse faisait partie aussi, je pense, pour la reconstruction d'Amélie, d'avoir un environnement différent. Elle n'a jamais habité dans une grande ville, toujours à la campagne. Donc le fait de venir dans une ville, d'avoir son appartement, son indépendance, c'était aussi très important, je pense, pour elle, pour passer à autre chose aussi. Lorsqu'elle rencontre Kevin, Amélie lui raconte son histoire, mais sans jamais rentrer dans les détails. Et dès le début, les relations sexuelles sont un problème. Moi, j'avais vraiment l'impression, au tout début, c'était vraiment un acte violent. C'était quelque chose, il n'y avait pas forcément de... Comment dire? Pas de plaisir. Enfin, je ressentais pas ça comme ça. Il n'y avait pas de tendresse. Enfin, j'ai pas ressenti ça les premières fois. Et il y avait besoin d'avoir de la lumière. Dès qu'il y avait de la pénombre ou des choses comme ça, bah, ça revient. Ça joue sur l'image qu'on a de soi, tout simplement. Et c'est difficile de s'ouvrir à cet acte. Il ne faut pas perdre le contrôle de soi parce que sinon l'autre pourrait abuser de nous et de notre naïveté. Donc les premiers pas sont difficiles. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui l'a compris aussi et qui m'a laissé le temps. Selon les spécialistes, ce n'est pas parce qu'on a été victime d'un qu'on ne peut pas retrouver une sexualité normale. Alors soit on peut retrouver sa sexualité si on a été violé alors qu'on avait déjà mis en place une sexualité tranquille, soit si on a été violé enfant, on va découvrir sa sexualité, parce que je veux dire, l'agresseur a tout bloqué en quelque sorte avec ses horreurs sur ce terrain-là. Mais si on sépare bien tout ce qui est sexualité des violences, bien entendu qu'on peut retrouver l'espace intime, l'espace de relations sexuelles avec quelqu'un en qui on a confiance et qu'on aime. Par rapport il y a 6 ans quand je l'ai rencontré, aujourd'hui c'est plus la même Amélie, quoi. Mais même au niveau de la tenue vestimentaire, je me souviens à l'école hôtelière, tu mettais que des pantalons, enfin, je te voyais rarement en robe ou en jupe. Jamais en jupe. Ouais. Bah aujourd'hui, tu te mets en jupe. Aujourd'hui, je me mets en jupe. T'aimes bien en plus. J'adore. Aujourd'hui, il pleut, je suis en pantalon, mais normalement, je suis en jupe. Bah voilà. Rien que ça. C'est vrai. Ce n'est qu'en 2001, par hasard, que les parents d'Amélie découvrent ce que leur fille a enduré des années plus tôt. À l'époque, elle est en classe de première. Avec d'autres élèves, elle doit faire un exposé sur la violence dans les cités. Amélie propose alors d'intégrer un témoignage d'une de ses amies victimes. Un témoignage anonyme. Il s'agissait en fait de moi, mais sans que personne vraiment le sache. C'est à l'époque où l'ordinateur est arrivé dans les maisons. J'ai commencé donc à le taper sur l'ordinateur. Étant fini, je vais aux toilettes. Et quand je reviens sur l'ordinateur, ma mère était en train de lire ce qu'il y avait écrit sur la page. Et a tout de suite compris qu'il s'agissait de moi, à ma manière d'écrire les choses, à ma manière de présenter les lieux aussi, parce que finalement, voilà, ça reste la campagne, ça reste le petit chemin que tout le monde utilise.
Et j'ai fondu en larmes en disant que oui, en effet, c'était moi. Et elle a fondu en larmes en se rendant compte que tout ça m'était vraiment arrivé, quoi. Aujourd'hui, la jeune femme mène une vie en apparence normale. Pourtant, elle doit encore régler des comptes avec son passé. Amélie n'a porté plainte qu'à l'âge de 16 ans. L'agresseur étant mineur au moment des faits, il est condamné à de la prison avec sursis. 18 mois, une obligation de soins, ainsi que des dommages et intérêts. En général, le montant de l'indemnisation est compris entre 10 000 et 30 000 euros. Aujourd'hui, Amélie aimerait tourner la page une fois pour toutes. Pour cela, elle s'est fixé des objectifs. L'un d'entre eux est de revenir à l'endroit où les avaient lieu. Je pense que ça va être un moment très difficile, de toute façon, parce que je pense que c'est la première fois que je vais faire rentrer quelqu'un dans cette intimité-là. Et que tout le monde le saura. Mais je pense que de toute façon, il le faut, parce que sans ça, il n'y a rien de complet. Voilà. Ce sera dur, mais c'est pas la fin du monde, c'est la suite logique des choses. Sa valise est prête. Direction l'aéroport de Toulouse. Dans quelques heures, elle retrouvera ses parents, ses 2 frères, sa sœur, mais aussi son passé. La jeune femme est déterminée, prête à avancer. Bonjour monsieur. Ce sera la première fois qu'elle retournera sur les lieux du crime. Ce soir, Chloé s'apprête à passer la nuit chez des amis. Grâce à eux, elle ne sera pas obligée de dépenser 50 € de taxi pour rentrer chez ses parents. Depuis qu'elle a été agressée 2 fois en 3 mois, la jeune femme a complètement bouleversé ses modes de déplacement. Tu fais forcément plus attention où tu vas, à quelle heure. Il y a forcément peut-être des endroits que tu vas éviter à certaines heures. Donc je fais attention, je calcule mes itinéraires. J'évite effectivement certains quartiers à certaines heures et si je dois y passer, c'est le taxi, quoi. Voilà. C'est pas plus compliqué. Mais oui, donc hyper restreinte du coup, en fait. Chloé sollicite tous les jours son réseau d'amis. Consciente d'être parfois un poids pour eux, elle n'arrive jamais les mains vides. Quand je vais dormir chez les copains, oui, je rapporte au moins soit un petit quelque chose à manger pour tout le monde, soit un petit quelque chose à boire. Ouais, complètement. C'est dans mes habitudes. C'est normal. Ils m'hébergent, alors je les nourris. Jérôme a 25 ans, il est étudiant en médecine. Anthony, lui, en a 26. Il est gérant d'un bar. Ça va, il va bien le chaton. On a acheté du vin. J'ai acheté de quoi faire des énormes burgers. Ce sont des amis proches de Chloé. C'est pour l'apéro, ouais. Et j'ai même pris ça. Voilà. Montre la paillasse un peu. Dans cet appartement, il n'y a que 2 chambres. Alors, c'est le système D. C'est le lit qu'on s'échange. Dans un coin de la salle à manger, Anthony et Jérôme ont improvisé un lit de fortune. C'est assez libre. En même temps, elle peut faire du vélo. Si elle est en retard au travail, il n'y a pas de souci, elle prend le vélo, hop, elle booste et tout. Bobigny, c'est pas loin. C'est pas loin. Soit on descend. C'est pas faux. Je suis tellement faim. Oh, merci. Croque. Je suis grave d'abal. Pour elle, l'arrivée ici, c'est aussi une échappatoire. Et le fait de ne pas nous en parler, elle oublie complètement. Et elle fait abstraction de tout ça pendant le cercle de temps, ou le peu de temps où elle est là, elle fait abstraction de tout ça. En fait, on a l'impression que quand elle rentre dans la maison, ses malheurs, ils sont partis. Et elle aussi le fait ressentir. Je veux oublier, je veux sourire, je veux trouver du travail. Elle en a trouvé là récemment. Elle est contente. Voilà. Chic. Elle avance. C'est bientôt en appart. Si l'agence me trouve à son goût. T'es assez mignonne. Ouais, mais c'est une meuf. Voilà, ton goût. Ah, voilà, t'inquiète pas. Il faut aussi. Aujourd'hui, Chloé a pris sa journée. Ce matin, elle se rend chez sa psychologue. Un rendez-vous qu'elle a du mal à instaurer régulièrement, mais auquel elle tient beaucoup. Je fais une thérapie, tout simplement
pouvoir réapprendre à sortir tranquillement le soir, à pas être dans la peur, l'angoisse, et d'éviter surtout de pouvoir toujours transporter une 70% en jet direct, ce qui fait très très mal. Et surtout, je vois pas l'intérêt de sortir armée, comme je vois pas l'intérêt d'apprendre à se battre, finalement. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est Rosemary Bourgault, une thérapeute américaine, qui suit Chloé depuis sa deuxième agression. Je sais pas pourquoi, je suis en train d'interpréter la deuxième agression comme une vengeance de la première. Et c'est-à-dire que j'arrive pas à intégrer le fait d'avoir été agressée 2 fois en 3 mois, que ça me soit arrivé quasiment au même endroit. Je relis les 2 trucs comme ça, je sais pas pourquoi, et même ça m'agace. J'arrive pas à construire de relations normales avec les hommes. Il y a rien. Donc ça, c'est ce qui vous en ce moment, pourrit le plus la vie, c'est pas arrivé à me stabiliser sentimentalement parlant. Là, ça fait 1 an et demi maintenant que j'arrive pas à me poser. Et les 2 agressions n'ont rien fait pour arranger le truc, quoi. Forcément. Chloé a perdu toute confiance en elle. La moindre décision à prendre, c'est vrai que des fois... décision, au revoir. Je suis plus là, j'ai fui. Pourquoi? Quel type J'aurais pu, par exemple, commencer à chercher une coloc bien plus tôt. J'avais pas envie de prendre de décision là-dessus. J'avais pas envie de me lancer dans une coloc avec des gens où j'aurais pas confiance. Là, en l'occurrence, c'est éviter de prendre une décision, ou éviter de penser tout court, penser à après, comment je vais faire, mettre en place une stratégie. Une des conséquences majeures de toute expérience traumatique. Donc, l'évitement, c'est ça. C'est je croyais que j'avais évité ce sentiment-là. Merde, c'est à côté de moi. Ouais. Il est toujours là. Il est toujours là, parce qu'il est toujours dans la tête. Ouais. En évitement, je deviens une professionnelle. Je supporte plus qu'on marche derrière moi dans des escaliers, par exemple. Je descends les escaliers, je passe derrière la personne, je ne supporte pas d'entendre le bruit. Ça me stresse. Il y a d'autres bruits auxquels vous êtes très sensible? Hormis les pas, j'ai peur de mon ombre, souvent. Quand je marche avec la lumière et que si l'ombre est découplée, j'ai souvent des sursauts, mais des vrais sursauts. C'est vraiment en train de me rebouffer la vie. Bon, on ne va pas éliminer tout le danger et je ne vais pas vous vendre l'idée que danger, il n'y a pas. Ce qui est important, c'est de travailler sur, à l'intérieur de soi, son sentiment intérieur de sécurité, que ce soit par rapport aux agressions ou n'importe quoi qui peut nous faire peur dans la vie. Et quand on est dans la rue, apprendre à être alerte, tracer si on voit des drôles de personnages qui se promènent et faire celle qui n'a pas peur, alors que... Oui, j'ai la pétoche à l'intérieur. On peut avoir peur et c'est normal. Le procès qui fixera le montant des dommages et intérêts approche. Pour Chloé, cela remuera des souvenirs pénibles. La psychologue tient à l'y préparer mentalement. L'évitement majeur à affronter là, dans les semaines qui viennent, c'est le procès. C'est comment je fais pour aller à ce procès et comment je fais pour rester s'il y a l'agresseur. S'il est là... C'est une autre paire de manches. Ouais, ça sera beaucoup de colère, je pense. Très remontée contre lui. De la peur aussi. De la peur. Et puis, ouais, juste l'envie de lui mettre la tête dans le mur, quoi. Ni plus ni moins, en fait. Ça va pas plus loin que ça. C'est des visions très violentes quand j'y pense. Spontanément, elle n'aime pas la contrainte. Personne n'aime la contrainte, mais je pense que derrière ça, il y a l'idée de « moi, je suis obligée parce que moi, j'ai été agressée ». Donc, on va essayer de transformer l'obligation. C'est un choix de ma part, parce que la contrainte, par association, ça nous amène, quand on est violé ou agressé physiquement dans la rue, on est contraint. Et ça, c'est la réalité. Ça, je ne peux pas transformer ça. Ça va pas être simple, ça. Ok, Chloé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Soufflez. Allez.
Une bonne journée, merci. Pour tourner définitivement la page, la jeune femme sait qu'elle doit une fois encore faire face dans le rôle de la victime. C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans la procédure judiciaire pour qu'elle aille plus vite ou pour qu'elle soit plus légère, entre guillemets, pour les victimes, ou qu'elle soit une épreuve moins redoutable, voire pas une épreuve du tout. Je ne suis pas certaine que l'on puisse, en tout cas dans le fonctionnement judiciaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, aller beaucoup plus loin. En revanche, que peut-on mettre en place à côté, en amont, de la procédure judiciaire sous son versant pénal pour la protection des victimes et pour l'accompagnement des victimes? Les victimes disent on a besoin d'être suivis, accompagnés, protégés. Il n'existe pas grand-chose aujourd'hui, voire carrément rien, sur l'accompagnement et le suivi des victimes. Si elles veulent voir un psy, elles se débrouillent pour en trouver un. En gros, c'est le parcours du combattant pour elles, aussi de ce point de vue-là. 3 semaines plus tard, au tribunal de grande instance d'Évry. Chloé arrive, accompagnée de ses parents et de son avocate, Maître Bousselier. Bonjour Chloé. Bon, ça va? Comment vous vous sentez? Très énervée. Très énervée? Très triste et très énervée. C'est la dernière ligne droite, hein, le procès pénal il est passé, la condamnation elle est tombée. Ce matin on vient uniquement sur votre préjudice. Donc c'est dans quel état psychologique vous êtes depuis l'agression, qu'est-ce qui a changé dans votre vie quotidienne, le suivi dont vous avez besoin pour essayer de surmonter tant bien que mal tout ça, etc. Ok, Hein? d'accord. Tout simplement, Voilà. les faits et les faits. Ok. Allez, on y va. En moins de 10 minutes, l'affaire est jugée. L'agresseur est condamné à verser 5 000 € de dommages et intérêts, plus le remboursement des frais d'avocat. Chloé sort aux côtés de son avocate, visiblement bouleversée, mais heureuse. Quant à l'agresseur, il ne s'est pas présenté. C'est une excellente décision qui a été rendue par le tribunal ce matin, où je pense que Chloé peut véritablement être satisfaite. On a fait une décision qui est exemplaire à mon sens, une décision qui a vraiment pris en considération son préjudice, l'ensemble des troubles qu'elle a actuellement dans sa vie au quotidien, et en plus on ne sait pas combien de temps il lui faudra encore pour se reconstruire. Donc je pense que là véritablement, oui, Chloé peut se réjouir de la décision qui a été rendue, en sachant quand même qu'en plus c'est une décision qui a été rendue par défaut puisque ce monsieur ne s'est pas présenté. Même peut-être le voir m'aurait fait du bien finalement, parce que ça aurait peut-être montré qu'il porte de l'intérêt ce qu'il a fait. Et que dans ce cas-là, les excuses qu'il aurait formulées en premier lieu avaient du sens. Or, visiblement, n'en ont pas. Voilà. Entre la peur de voir le visage de son agresseur et l'envie de l'affronter, elle est passée par toutes les émotions avant cette ultime audience. Mais c'est une Chloé plus forte qui sort maintenant du tribunal, fière du chemin qu'elle a accompli. Que toutes les femmes qui aient une violence, quelle qu'elle soit, portent plainte en même temps, le plus rapidement possible, pour que les gens comprennent à quel point il y a des urgences et que c'est des questions à traiter le plus rapidement possible par la société. Ça ne peut pas durer comme ça, on est en 2013, dans un pays qui a priori est développé et a un système de justice, un système social, d'accompagnement, de tout ce que vous voulez, mais quand on arrive à des raisonnements pareils à la fin, c'est juste que nous, en tant que femmes, on ne fait pas notre taf non plus. C'est qu'il y a un moment, fermer sa bouche, c'est bien mignon. Pas avoir d'emmerde, de prendre le poids, d'aller chercher l'avocat, le machin. Faut le faire, quoi, merde. S'il y a un moment, si demain, il y a 25 000 personnes qui vont à tout leur commissariat et qui font ça et qui ont fait comprendre quelque chose, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on pourra changer des jugements, là, on pourra changer des appréciations, là, on pourra changer des peines, là, on pourra changer des choses. Sinon, il y a une pauvre comme moi qui le fait de temps en temps, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucune portée nationale, aucune portée sur la législation européenne. Ça n'a rien, c'est peanuts. Là, on est tombé sur un juge très bien. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre et ça aurait pu pas du tout se passer comme ça. Pas du tout, c'est du qui tout double. Voilà, c'est ça mon problème. Lors d'un procès, obtenir la condamnation de l'accusé et une réparation financière ne sont pas les seuls enjeux pour une victime.
Martine Mess-Barthaud est magistrate. En 20 ans de carrière, elle a assisté à des centaines de procès. Le plus important pour une victime, c'est d'être reconnue comme telle. Madame, ça n'est pas de votre faute. Rien n'a pu justifier le comportement de l'accusé. Vous êtes victime, on vous a reconnu comme tel et il est condamné. Oui, c'est extrêmement important d'entendre ça. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi ? C'est ce qui va leur permettre de se reconstruire à partir de là et de ne plus penser qu'elles sont à l'origine de ce qui leur est arrivé. Avec les dommages et intérêts qu'elle a touchés, Chloé a pu s'acheter une petite voiture d'occasion qui lui permet maintenant de rentrer chez ses parents sans se ruiner en taxi. Mais elle espère toujours trouver un appartement bien à elle. Ce matin, Amélie arrive enfin chez sa mère, dans un petit village de Seine-et-Marne, au nord de Paris. Coucou, ça va? Oui. Sa sœur Margot est venue la chercher à la gare. C'est cool, on y va? Ouais. Bon, bah ça fait du bien d'être arrivé. Ouais, nous, ça nous fait plaisir de te voir. Parce que ça fait longtemps, en fait. Margot est la sœur cadette d'Amélie, maman depuis peu d'un petit garçon. Elles ont 6 années d'écart. C'est seulement bien plus tard, à l'âge de 10 ans, qu'elle a appris ce qui était arrivé à sa sœur. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que je me suis identifiée à ma sœur. Dans le sens où je me suis mise en victime dans cette histoire. Ça a été super difficile jusqu'à mes 13 ans. J'ai dormi avec ma mère parce que j'étais traumatisée par cette histoire-là, quoi. Après, j'ai vécu des rapports avec les hommes très difficiles. J'ai eu des phobies. Je dormais jamais la nuit. Enfin, il faisait noir. Je suis pas sortie chez moi pendant longtemps. J'ai eu la phobie des hommes jusqu'à l'homme que j'ai maintenant. Comme si c'était moi qui avais vécu tout ça, alors que pas du tout. On lui a dit, mais on ne lui a pas donné d'explication. Et en fait, comme elle n'a eu aucun élément, elle décrit bien à quel point elle a pu imaginer pas mal de choses et du coup avoir peur d'énormément de choses. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a un danger, mais vous ne savez pas d'où il vient et quand il va se produire, bah vous êtes tout le temps en hypervigilance. Tous les hommes peuvent être dangereux. Quand on prend en charge des victimes de il est très important de prendre en charge toutes les personnes qui ont été autour. Cela fait 3 mois qu'Amélie n'est pas rentrée. Ça va bien? Et toi? Ça va. Ce matin, c'est son frère Camille, étudiant en architecture, qui l'accueille. T'es beau. Si dans la famille, tout le monde est au courant des qu'a subi Amélie, c'est un sujet dont ils ne parlent jamais ensemble. Pourtant, aujourd'hui, ils savent pourquoi leur grande sœur revient. Donc je suis bien contente d'être enfin arrivée. Amélie a décidé d'affronter le passé en revenant sur les lieux de ses. Ça va être des moments un peu difficiles et ça fait quelques jours que je dors pas bien. Puis demain, je retourne à Paris, voir l'avocate, et puis je reviens ici, et puis mine de rien, j'en fais des choses. Week-end chargé. Week-end chargé, ouais. Je vais monter ma valise, à tout de suite. Amélie a toujours une chambre ici. D'ailleurs, elle a vécu 1 an dans cette maison avec Kevin, son petit ami, avant de partir pour Toulouse. C'était notre chambre, donc on l'a toute refaite à l'image d'un couple un peu neutre, du coup. Et ça, c'était chouette. C'est un tableau que ma maman a fait et que j'ai toujours beaucoup aimé parce que cette femme, c'était moi. Celle qui dit « Je suis désolée, j'en peux plus, je peux pas. Je peux pas aller plus loin. » Donc du coup, je me suis toujours sentie très attachée à ce tableau. C'est la chambre que j'ai récupérée à l'adolescence. La chambre que j'avais étant petite est en bas, que ma sœur a occupée après les années suivantes. Ça a bien changé depuis. Là, il y avait mon lit de princesse en fer forgé. C'est dans cette chambre qu'Amélie a passé son enfance, avec de bons et de mauvais souvenirs. C'est mon nounours. Et puis il y a mon journal intime aussi. Oh, c'est vieux. Cher journal, c'est la première fois que je t'écris, alors je vais me présenter. Je m'appelle Amélie. Je pense que je devais avoir environ 11 ans. Je vais te dévoiler quelque chose qui m'a noué l'estomac pendant 3 jours. Attention, le roman commence. Le décompte, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Lorsqu'elle écrit ces mots, les viols ont cessé depuis 2 ans, mais elle est complètement terrifiée à l'idée qu'un garçon l'approche. Un vendredi, maman va participer à un pot entre profs et elle engage un garçon de 14 ans pour nous garder. Celui-ci est gentil mais jeune et le problème se pose. J'ai 11 ans, même j'avais bien compté, comme tu le constates, nous n'avons pas beaucoup d'années d'écart. 3 ans seulement. Continuons. Ce soir-là, nous jouions à faire des guilis. C'est très amusant normalement, mais pas cette fois-ci. Car d'un coup, il posa sa tête contre mon ventre et là, j'ai commencé à être insolente toute la soirée. Je peux te dire que ça rappelle des mauvais souvenirs. J'ai eu peur de lui, peur des souvenirs affreux jusqu'à ce que ma mère revienne. J'ai enfin été soulagée à son retour. Maintenant que je t'ai dit tout ça et que je suis débarrassée d'un gros poids qui était sur mon cœur, je vais aller me coucher. J'ai confiance en toi pour garder le secret. Je me souviens que ça avait vraiment été une soirée très, très riche en émotions. Je me suis enfermée dans ma chambre, un rejet total. Je ne pouvais pas supporter qu'il me touche. Alors, j'ai tout de suite compris pourquoi. Amélie a vite retrouvé ses repères. Voilà. Frédéric, la maman, est heureuse de partager un moment simple avec ses 2 filles, comme lorsqu'elles étaient enfants. Premier petit-déj printanier. C'est vrai en plus. Hein. Mère et fille parlent de tout, y compris du passé. Frédéric a toujours été une mère attentive, mais soucieuse que ses enfants soient indépendants. Alors aujourd'hui encore, elle culpabilise. Au départ, c'était tellement énorme, c'est tellement Independence Day, quoi, une espèce de grand vaisseau spatial qui est au-dessus et on se dit... C'est tellement inenvisageable, inimaginable que d'un coup, je me rendais compte qu'on avait fait mal à ma petite fille, qu'on avait détruit ma petite fille. J'étais vraiment sur la réaction première de quoi faire pour elle à cette seconde-là pour qu'elle se sente bien. Et puis la réflexion de je n'ai pas vu, qu'est-ce qu'on a raté, c'est venu bien plus tard. Et tu te souviens que tu m'as demandé si je voulais déménager, rester ? Oui, imposer d'aller voir quelqu'un. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou plus tard. Je sais que je t'ai posé la question plusieurs fois. Et j'étais tellement admirative de ta force de caractère et de volonté de dire non, je reste là, je ne vais pas faire ce plaisir à mon agresseur en ayant mine de partir. Je reste, j'assume. Et si quelqu'un doit partir, c'est lui et pas moi. Et voilà, quand j'y pense encore, j'ai encore la chair de poule et... Je ne sais pas si j'aurais eu cette force, moi, donc bravo. À cette époque, Amélie est une adolescente de 15 ans. Dans un premier temps, ses parents l'emmènent chez un pédopsychiatre. Puis, après 1 an de thérapie, Amélie se sent prête pour porter plainte. Via le Femme Information, bonjour. Le docteur Emmanuel Piette a fondé le collectif féministe contre le viol en 1986, avec un centre d'appel unique en France qui oriente les femmes victimes dans toutes leurs démarches juridiques, psychologiques. Nous, on va pouvoir vous aider. Vous n'êtes pas toute seule. Pourtant, seule une victime de viol sur 10 ose porter plainte, malgré la centaine d'appels que reçoit la permanence chaque semaine. Une victime qui porte plainte pour viol, elle peut le faire le jour du viol et elle a 10 ans pour le faire. Et même 20 ans après la majorité quand elle a été violée dans l'enfance. D'abord, j'ai envie de dire ça. Donc, évidemment, les policiers, les magistrats, ils aiment bien mieux que ça soit le lendemain pour avoir du sperme frais, des culottes déchirées, etc. Mais on va prendre la femme au moment où elle est et dans l'état où elle est. Quand les femmes adultes qui ont été victimes par des agresseurs inconnus dans la rue, elles ont, je dirais, plus de facilité à porter plainte parce qu'elles sont trouvées dans la rue, parce qu'il y a des coups, parce que... mais pour beaucoup, c'est trop difficile. Elles n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez elles, pleurer, se coucher, se laver. Ou se laver, se pleurer, se coucher. Et donc, ce qu'on va leur dire, c'est d'oublier et de faire comme s'il ne s'était rien passé. En vrai, ça, c'est une réaction normale de victime. Ce soir, Andrea est de sortie. Elle a prévu de dîner au restaurant avec une amie. Depuis qu'elle suit des cours de self-défense, elle a changé toutes ses habitudes. Rien que des contraintes auxquelles elle s'astreignait pour que les hommes ne la remarquent pas dans la rue.
Alors avant, en fait, je mettais toujours mes bijoux une fois seulement arrivée sur le lieu de rendez-vous. Parce que en fait, je faisais tout vraiment pour éviter de me faire remarquer. Et donc tout ce qui est boucle comme ça, un peu brillant et tout, j'avais peur que ça attire le regard des hommes, que ce soit dans la rue, dans les transports. Et je me disais que plus j'étais discrète, mieux c'était. Et maintenant, je fais tout chez moi et c'est quand même beaucoup plus agréable de se préparer tranquillement que de se préparer en vitesse dans les transports. Voilà. Alors pour les chaussures, c'est la même chose. En fait, là, je vais mettre tout de suite mes petits talons. Et avant, quand je sortais, je mettais toujours les petites chaussures plates qui sont pratiques pour courir au cas où je me fasse embêter pour que je puisse courir le plus facilement possible. Et mes petits talons, je les mettais aussi dans mon sac avec les petits bijoux et je les mettais qu'au dernier moment avant d'arriver sur le lieu de rendez-vous, voire parfois même au restaurant même, une fois que j'étais sûre que voilà, j'étais bien arrivée et que personne ne m'avait embêtée. Tu vas où ce soir alors? Je vais chez Guillaume. C'est grâce à son petit ami Nicolas, 28 ans, qu'elle a décidé de se prendre en main. Jean? Les cours de self-défense, c'est son idée. Je voulais qu'elle prenne plus confiance en elle, qu'elle devienne plus indépendante sur les sorties qu'elle peut faire le soir. Et surtout de ne plus être dépendant de moi, de plus se dire d'accord, ce soir ça va aller parce qu'il va venir me chercher. Je voyais le mal partout. Donc pour moi, chaque personne dans le métro le soir, dès qu'il faisait nuit, était une menace. Enfin, chaque homme, on va dire, plutôt par rapport aux hommes. Et donc voilà, donc du coup, je me tenais comme ça parce que dès que je voyais par exemple un homme passer la porte du métro, je me disais, c'est un homme, peut-être qu'il va venir m'attaquer. Et donc du coup, c'est comme si je restais une victime en permanence. Andrea est fin prête et elle a prévu de rentrer tard. Dans son sac, nul besoin d'armes de protection, comme par exemple une bombe de gaz lacrymogène. C'est un choix, parce qu'en fait, déjà le temps de sortir son arme, il faut déjà avoir vu qu'il y a quelque chose qui risque de se passer. Et ensuite, l'arme peut se retourner contre soi. Donc il faut faire très très attention. Et puis je pense qu'aujourd'hui, que je fais les cours de self-défense, ma meilleure arme de protection, c'est moi. Avec son professeur, elle n'a pas seulement appris à se défendre en cas d'agression. Elle a aussi intégré des règles élémentaires de prudence et un langage corporel différent lors de ses déplacements dans les transports ou dans la rue. Quand on monte dans les transports, en fait, on nous conseille de se mettre près du conducteur, donc juste là. Comme ça, si jamais vous sentez un danger arriver ou quoi que ce soit, vous pouvez prévenir, vous frapper, vous crier. Là, il y aura une personne près de vous, soit pour arrêter le métro, le tram ou le bus, quoi que ce soit. C'est surtout de ne pas tourner le dos au danger, parce que là, vous avez une vision globale des personnes qui sont en face de vous. Et s'il y a un danger potentiel, vous êtes plus à même de le voir que si vous vous tenez comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous répète pratiquement à chaque cours, en fait. Avant, en fait, quand je prenais les transports ou que je me trouvais toute seule, que ce soit dans les transports ou dans la rue, je me tenais énormément les épaules rentrées, le regard vers le bas, parce que justement, je voulais pas qu'on vienne m'embêter. Et en fait, ça avait l'effet inverse. Et justement, c'est là que je venais me faire embêter. Quand je marche toute seule la nuit, en fait, je porte tout le temps mon sac du côté du trottoir et pas du côté de la rue pour éviter de me le faire arracher. Surtout, j'essaie de pas trop me tenir comme ça non plus parce que si je m'agrippe à mon sac, en fait, les personnes vont penser que j'ai peur et donc je vais être une proie facile. Donc au mieux, je me tiens un peu comme ça avec un peu les bras qui se balancent et j'essaie de marcher d'un pas assez vif. Ça montre que je suis aussi prête à m'enfuir. Donc a priori que je suis pas la bonne personne qu'il faut agresser. Salut, ça va? Oui, toi? Ouais. Ça fait longtemps que t'attends? Non, je viens d'arriver là. D'accord. Pauline est une amie proche d'Andrea. Elle a 26 ans et travaille dans le marketing et la communication. Elle a connu la Andrea d'avant, celle qui avait une peur panique du monde extérieur, importunée quotidiennement dans la rue par les hommes.
Moi, j'ai vu une évolution parce qu'on continuait à faire notre petite sortie hebdomadaire et j'ai vu un changement dans le sens où elle regardait plus sa montre en se disant « ouais, bon là, il commence à être un peu tard, je vais rentrer, je me sens pas bien, voilà ». Avant, c'est vrai que quand on sortait, par exemple, le soir, il y avait toujours la question de se dire bon, comment est-ce qu'on fait pour rentrer? Est-ce qu'on prend un taxi? Est-ce qu'on prend le métro? Mais il y a un moment donné, Andrea en a eu marre en fait et donc elle s'est renseignée pour justement prendre des cours de self-défense. C'est bien de faire du sport aussi. Du coup, c'est plutôt des filles, des garçons, c'est mélangé. Non, c'est mixte. Alors, les cours de la semaine c'est mixte et après les stages le dimanche c'est que des filles. D'accord. Il y a 2 garçons qui sont là parce qu'il y a une de leurs copines qui s'est fait agresser sous leurs yeux et ils n'ont pas su réagir. Ouais. Donc ils viennent au cours. Mais ça va, du coup, c'est pas trop violent, quoi. Parce que... non, ça va en fait. Au début, il faut s'habituer parce que en fait, c'est pas que c'est violent, mais il y a des mises en situation, tu vois, qui peuvent rappeler un certain vécu. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est physique, on va dire, mais on peut pas dire que c'est violent. Non, mais c'est intéressant, mais tu pourrais venir pour un cours. Ouais, faudrait que j'essaie. Tester. Andrea aimerait faire partager à son amie cette assurance qu'elle a gagnée. Mais Pauline n'est pas prête, bloquée par un traumatisme dans sa vie qu'elle n'a pas encore surmonté. À l'âge de 17 ans, lors d'une soirée entre lycéens. C'était quelqu'un qui était dans ma classe, qui me propose une fois d'aller dans une soirée avec des amis à lui, etc. Donc effectivement, on a commencé à boire pas mal. Et puis moi, au bout d'un moment, comme j'avais trop bu, je me sentais pas bien. Je suis montée m'allonger dans une chambre à l'étage pour me reposer un peu. Et puis cette personne monte à l'étage. Puis là, il a commencé en fait à essayer de m'embrasser, à me toucher, etc. Donc moi, j'ai essayé de le repousser, mais j'étais juste incapable de bouger, de crier, de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment totalement à sa merci. Et donc après, voilà, il s'est mis sur moi et puis il m'a violée. J'ai juste été totalement incapable de réagir. J'étais vraiment une poupée de chiffre-molle. Je pouvais juste rien faire. C'est cette sidération que ressentent les victimes. C'est-à-dire que être sidéré, ça veut dire être paralysé, ne plus pouvoir réagir de façon penser, en fait, réfléchir face à l'événement, parce qu'on est coupé, en fait, de ces possibilités de réflexion. Enfin, c'est vraiment une paralysie psychique, et d'ailleurs, ça se voit sur les IRM, on voit que le cerveau est en panne. Et c'est ce qu'on va souvent reprocher d'ailleurs aux victimes. Pourquoi vous n'avez pas crié? Pourquoi vous ne vous êtes pas levé? Pourquoi vous n'êtes pas sorti? Pourquoi vous n'avez pas fui? Pourquoi vous n'avez pas réagi comme ceci, comme cela? Alors qu'en fait, c'est une réaction logique, qui est psychologique, logique face à un événement de cet ordre-là. Contrairement à ce qui est souvent dit, le c'est absolument pas du désir, c'est pas une envie sexuelle, c'est pas du désir sexuel, c'est une excitation à la destruction, à la haine, c'est une excitation au fait de faire souffrir quelqu'un. C'est vraiment de l'ordre d'une excitation perverse qui n'a rien à voir avec la sexualité. Et c'est vraiment important de séparer sexualité et violence et de ne pas avoir de confusion dans ces termes. Moi, effectivement, je considère que ma vie, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Je veux dire, on m'a volé mes plus belles années de jeunesse, on m'a volé mon insouciance, ma joie de vivre. Moi, je fais partie de celles qui n'ont pas porté plainte. Voilà, mais sauf qu'effectivement, les réactions sont tellement violentes, tellement dégradantes, finalement, on vous dit, bah oui, mais tu l'as bien cherché, t'avais qu'à pas aller à cette soirée, t'avais qu'à pas boire, c'est toi qui l'as allumé, enfin, tout ce genre de choses, où de toute façon, on vous transforme en... Vous n'êtes plus victime, vous êtes coupable. Donc la question, c'est le respect des femmes, tout simplement. Je veux dire, pour moi, c'est pas du respect de mettre des mains aux fesses alors qu'une femme n'est pas consentante. Pour moi, c'est pas du respect de se faire traiter de ou de grosse
Pour parler clairement, c'est pas du respect. Et quelque part, on trouve ça normal, le fait que les femmes puissent être des morceaux de viande ou des objets sexuels. Je suis désolée, mais c'est aussi aux hommes de savoir réfréner leur pulsion sexuelle et c'est pas aux femmes de se mettre avec 15 couches de vêtements pour ne surtout pas attirer l'attention. Je trouve ça quand même assez incroyable. Pauline a mis 7 ans avant de se décider à porter plainte. Mais renvoyée de commissariat en commissariat, elle n'a trouvé aucune oreille attentive et a finalement renoncé. Alors il y aura toujours des efforts à faire, il y aura toujours des améliorations autant que faire se peut. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de l'accueil de victimes de qui est un crime, je le rappelle, on écoute beaucoup plus les victimes, on essaye de les mettre en confiance. Ce n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, si c'est possible, si les effectifs le permettent, on va essayer de la confier à une femme. Une femme aura une meilleure écoute qu'un homme et même une meilleure sensibilité. Également, nous avons des associations d'aide aux victimes qui pourront après la prendre en charge. Et moi, je le dis clairement, vous êtes victime d'une infraction telle que le venez au commissariat, vous aurez une écoute. Fin de la soirée pour Andrea et son ami. Bon bonne soirée. Ouais, moi je vais par là. Ouais. Tu m'envoies un petit texto quand tu rentres? Ouais, toi pareil. À plus tard. Salut. Désormais, même tard, la jeune femme ne craint plus de rentrer en métro. Et depuis qu'elle a vaincu sa peur, elle n'a plus jamais été importunée par des inconnus. Lors du procès de son Amélie avait été défendue par une avocate spécialisée en droit pénal, Maître Twitou. Elle n'avait jamais eu l'occasion de la remercier pleinement. Maître Twitou, pour moi, représente non pas une amie, parce ça n'a pas été un ami, ça a été un soutien, ça a été quelqu'un qui a travaillé pour me permettre d'avoir une reconnaissance en tant que victime. C'est certes quelqu'un de très important dans ma vie, parce que, mine de rien, c'est toujours elle qui m'aura aidée à faire tout ça. La procédure contre l'agresseur d'Amélie avait duré 2 ans, un temps relativement court, car en moyenne, dans les affaires de il s'écoule 3 ans entre le dépôt de plainte et le jugement. Amélie, bonjour. Bonjour, ça va? Bien et vous? Oui. T'as changé? Le temps passe. Vous aussi. C'est vrai, ouais, oui. Moi j'ai vieilli. Bon, pas tant que ça. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. En tout cas, pour l'instant, je suis à Toulouse. Qu'est-ce qui nous vaut ta visite à Paris ce week-end? Petit défi. Dans la semaine, nous allons aller retourner sur les lieux de tout ce qui s'est passé, du Donc en fait, tu vas retourner sur les lieux du crime pour finalement clore une histoire. Refermer la boîte. C'est ça, donc c'est un peu pour moi. Alors refermer la boîte, je sais pas, parce que mine de rien, j'ai quand même vécu 25 ans à côté de tout ça, à côté de cet endroit-là. C'est surtout... c'est pour moi. Mais c'est aussi pour que les gens comprennent que ça peut se passer n'importe où et pas seulement au coin d'une rue, dans Paris, la nuit, par exemple. Et que ça peut se passer surtout avec quelqu'un qu'on connaît. Exactement. Le d'un parking, l'inconnu du parking qui vous viole, c'est quelque chose de très marginal, en fait. C'est vrai, à ce point-là? Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de finir ce travail. Et je pense que ce retour sur les lieux... non pas du crime, mais presque, et fait partie de la reconstruction. Maître Twitou a déjà plaidé dans une 40aine d'affaires de mais même lorsqu'elle obtient la condamnation des agresseurs, elle sait que pour ces femmes, tout reste encore à faire. La reconstruction d'une victime de ne s'arrête pas le jour du procès, à l'heure du verdict. Ça, c'est juste... ce serait illusoire de penser ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le traumatisme du viol, il est très sournois parce qu'il rejaillit à chaque étape, enfin, il peut rejaillir à chaque étape importante de la vie. Disons que le procès, c'est une base. C'est une base à une meilleure reconstruction pour plus tard.
Sans ça, c'est quand même difficile de se croire soi-même victime. Tu sors de là, tu te dis, bon, ça va mieux. Tu retournes voir le psy 1 ou 2, 3 fois et il te dit, pour l'instant, c'est bon. Les années passent, puis du jour au lendemain, c'est ce que vous dites, du jour au lendemain, ça nous explose à la figure. Et si on va au-delà de ça, au-delà du problème, on se dit qu'il y a autre chose derrière et qu'en général, ça vient de ce qui s'est passé. Et que c'est pas fini, qu'il faut encore y repasser, il faut encore ouvrir la boîte, il faut encore dire les choses alors qu'on pensait que c'était la dernière fois de notre vie. Merci beaucoup. Au revoir, Maud, à bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Ce soir, pour la venue d'Amélie, toute la famille se réunit. Jérôme, le père d'Amélie, est venu aussi pour l'occasion. Malgré un divorce il y a 16 ans, il répond toujours présent lors des réunions de famille. On avait un peu cette habitude, quand il y avait une décision importante, ça pouvait être les lieux des vacances, mais ça pouvait être plus important, de se réunir tous autour d'une table et puis de trouver un moment pour échanger. On avait eu l'idée de faire des conseils de famille, entre guillemets, que moi j'ai perpétré quand Jérôme est parti, on a continué à ça. Même papa venait quand il y avait des sujets très importants. Quand c'était important, Jérôme venait, il faisait partie du cénacle, on va dire. Quand on voyait papa, on savait qu'il y avait un problème. Une famille unie, une éducation où tous les sujets peuvent être abordés, du plus léger au plus grave. On a toujours été, je pense, très attentifs à ça, très ouverts sur les choses, en essayant de mettre le moins de tabous possible. La sexualité, ça n'a jamais été vraiment un truc tabou du tout, en fait. Ça a toujours été déjà quelque chose de normal, et puis en rapport avec l'amour. Ouais, et je crois surtout, on a essayé de leur faire comprendre, leur faire prendre conscience que c'était pas un sujet léger. Les filles, ça se traite avec respect. Moi, je me souviens pas d'avoir parlé tant de... C'est peut-être normal, hein, mais tant de avec maman. Finalement, il y a quand même eu une évolution entre la première fois où j'en ai parlé, même après mon premier acte sexuel, jusqu'à aujourd'hui. Et avant, j'étais même pas capable de dire le mot pénis ou... Ah, je pouvais pas, rien que d'entendre ces mots-là, c'était horrible. Encore aujourd'hui, des fois, hein, je suis assez mal à l'aise d'en parler, c'est pas naturel. C'est vrai que t'étais mal à l'aise. Moi, je me Oui, souviens d'un moment, c'est bon, c'est moi. Oui, des fois, vous en parliez, et moi, je vous disais, c'est bon, on pourrait changer de sujet, quoi. Tout le temps, quoi. Enfin, ouais, librement, quoi. Franchement, librement et tout. Puis c'était le sujet, les filles et tout. Non. Impossible pour eux d'imaginer que ces discussions très libres étaient à l'époque une véritable souffrance pour Amélie, qui gardait son secret depuis tant d'années. Une fois pourtant, le père d'Amélie a eu un doute. Des rougeurs sur sa fille alors qu'il lui donnait son bain. Je l'ai senti qu'il se refermait sur elle. J'ai immédiatement senti qu'il s'était passé quelque chose. Elle n'a pas voulu me parler parce qu'elle avait des menaces et qu'elle ne voulait pas mettre en danger elle et d'autres personnes. Et par conséquent, j'en ai parlé à Frédéric et j'ai dit, voilà, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je pense que très vite, je l'ai senti, mais que je n'ai pas voulu le voir. Souvent, on dit aux enfants, finalement, c'est pas très grave. On va jamais jusqu'au fond de cette discussion, on s'arrête toujours là, c'est pas très grave. Donc finalement, je pense qu'intérieurement, ça me rassurait de me dire, il y a eu quelques petits attouchements, pas très graves. Et que, en fait, c'était bien plus grave que ça, je l'ai senti, puisque j'ai pu analyser des années plus tard, parce que simplement l'année dernière, que j'avais perdu mes cheveux concomitamment avec ce moment-là. Donc ça veut dire qu'au fond de moi, j'ai senti que c'était très fort, très dangereux, mais je n'ai pas été jusqu'au bout de cette démarche. J'aurais dû tout de suite déposer plainte, tout de suite faire une enquête, etc., etc. Après, effectivement, on l'a appris quand Amélie a fait un devoir sur table, et puis que des choses se sont passées. À ce moment-là, c'est devenu très clair, et la culpabilité est née à ce moment-là, et la culpabilité ne s'en va jamais.
Ça me secoue ce que tu viens de dire. Parce que je pensais qu'on avait le même regard là-dessus, qu'effectivement. Moi, jamais dans mon esprit, c'est aller plus loin que ça. Et toi, tu es en train de témoigner que c'était déjà très clair dans ta tête. Voilà, mais je ne l'ai su que l'année dernière lors de... Ah, c'est ton travail thérapeutique qui t'a... Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, moi je voulais rien dire parce que je voulais pas rendre les autres malheureux, je voulais que personne se fasse taper et je voulais pas être malheureuse moi non plus en infligeant ça. C'est... Parce que mine de rien, quand on se l'inflige, on l'inflige aux autres et je voulais pas ça parce que je suis la grande sœur, parce que je suis l'aînée, parce que je suis censée être l'exemple et pas... T'es un sacré exemple pour tout le monde, Amélie. Pour le monde entier. Je ne rends pas compte de l'exemple. Un super bel exemple. Vraiment. Je suis protégée, c'est horrible. Oh, écoute, t'avais 6 ans. Lorsque l'agresseur a été condamné, il avait 26 ans et Amélie 18. C'était un moment très important, l'énoncé du verdict. Quand, en tout cas, moi et pour Amélie, je crois que c'était encore plus fort, d'entendre une personne officielle dire « Monsieur Trucmuche est coupable de, sur la personne d'Amélie, victime de », je crois qu'on a tous... Est-ce qu'à ce moment du verdict, vous vous êtes senti moins en colère? J'ai jamais senti de colère. J'avais l'impression d'un énorme gâchis, d'une énorme détresse, qu'on avait détruit ma petite fille. Mais je me suis jamais tournée vers le coupable. Quand Maud Touitou nous a dit mais il faut demander réparation, je m'en fichais. Je pense que ce qui est important, c'est qu'elle entende qu'elle est victime et que lui, il entende qu'il soit coupable et que nous, on l'entende aussi. Et peu importe l'argent, la peine... Une réparation monétaire, puisque là c'était le cas, puisqu'il ne pouvait pas faire de prison, c'est au moins un minimum, parce que pendant ce temps-là, au moins il y a pensé. Ça l'a emmerdé quelque part. Il s'est quand même dit, bon voilà, j'ai quand même fait quelque chose, j'étais obligé de donner réparation. J'ai quand même payé un peu. Non mais je suis désolée, moi ce que je veux c'est qu'il aille en prison. Parce que je suis désolée, il a détruit des vies, et lui il s'en ressort avec quoi? Allez, je donne de l'argent, ça me fait chier, mais bon, après je suis tranquille quoi. J'ai encore ma femme, j'ai encore mes enfants. À chaque fois que je parle de ce qui m'est arrivé à des amis, quand j'arrive à en parler, notamment les filles, les 3/4 ont vécu des choses aussi graves et souvent dans la famille et des choses, elles peuvent pas en parler parce qu'elles sont bloquées avec cette histoire familiale ou sinon ça cause des soucis et finalement je retrouve chez elles beaucoup mon état d'esprit à dire si je fais ça, je brise tout le monde, je brise la famille. Et en fait finalement, il y en a beaucoup d'entre elles qui me disent c'est la première fois que j'en parle et c'est avec toi. Wow. Et t'as beau leur dire fais quelque chose. Au pire, on en parle plus souvent si tu veux. Au pire, va voir quelqu'un pour en parler. Essaye de faire un chemin de ton côté et après, les choses viendront naturellement. Mais ne reste pas sans rien faire. Aujourd'hui, c'est le jour J pour Amélie. Une étape importante. Ça, c'est le chemin qui m'amenait directement à l'arrêt de bus. Et souvent, quand je passe, enfin tout le temps en fait, quand je passais par là, il était là, en train de se masturber, à vouloir m'attirer, à me parler. Enfin, du coup, je passais comme ça, avec les œillères. Je marchais un peu plus vite, je chantais mes chansons pour pas l'entendre et je courais quand j'étais pas capable de passer tranquillement. Voilà, il était là. Il était toujours là. Insupportable. Et par là, il y avait un... Là-bas, c'était un peu plus boisé que ça. Donc il faut savoir que y a une période de l'année où c'est le maïs qui pousse ici. Et donc c'était facile de se cacher derrière les branches de maïs. Et il y avait une cabane et la cabane, elle était remplie de photos qui affichaient partout, par terre, sur les murs. Vraiment
vraiment quelque chose de glauque en fait quand j'y pense. Il nous demandait de faire des choses, me demandait de lui faire des choses comme... C'est difficile d'en parler quand même. Hein. Au début, ça commence par des attouchements et puis je crois que j'ai dû lui faire la première là-bas. Ouais, un peu paumé au milieu de nulle part, sans que personne puisse nous entendre. C'était très facile pour lui. On se rend compte que ça fait toujours autant de mal, même si les choses ont disparu, les souvenirs sont toujours là, même avec le temps, avec le fait que les choses deviennent floues durant les années, mais arrivé là, on revoit les choses et ça fait quand même, ça fait un peu mal quand même, ça c'est sûr. Des fois, j'arrive même à me demander si tout est vrai. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'en fait, le travail n'est pas fini et qu'il faut encore en parler, et qu'il faut encore faire des choses parce que, mine de rien, se poser cette question, c'est pas normal. Est-ce que je l'ai vraiment vécu? Est-ce que c'était de ma faute? C'est pas une question normale, ça devrait pas, on devrait pas se la poser. C'est bien sûr de la faute de personne, enfin, pas de la victime en tout cas.